c'est parti pour ce chapitre dédié à... Et oui, enfin non, dans ce chapitre on va surtout parler de l'école et non pas de micro, ni d'argent, ou encore, ça aurait pu être le cas de microéconomie, ça réfléchit sévère, mais surtout on parlera ici, on se contentera de parler de l'école, et notamment de ses missions. Alors, l'école a notamment des missions importantes en termes d'intégration sociale, ce qui passe par le fait de s'occuper notamment de 3 missions très importantes. Alors, la première mission de l'école, c'est la mission d'éducation. L'école doit transmettre aux Français, aux individus, aux élèves, un certain nombre de savoir-faire. On peut penser à l'idée d'apprendre à compter, à lire, à écrire ou encore à s'exprimer. De la même façon, l'école va également transmettre des savoirs purs aux individus, et notamment une base en termes de connaissances personnelles, de culture générale, etc. Enfin, l'école doit permettre aux élèves à penser par eux-mêmes, à avoir un propre raisonnement, une liberté de penser, une liberté de conscience. Et c'est notamment l'école qui avait inspiré Florent Pagny lorsqu'il nous a dit, à nous tous: mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Merci Florent. Alors, deuxième mission importante de l'école, cette fois, c'est la mission d'utilité. En effet, l'école doit préparer les Français à exercer un métier, à rentrer dans le monde du travail. Ainsi développer les compétences professionnelles des individus, développer leur capital dit humain, ce qui va impacter la productivité des Français dès lors qu'ils auront un emploi. On peut également dire, et c'est très important, que l'école va fournir un intermédiaire essentiel pour s'insérer sur le marché du travail. Cet intermédiaire, c'est bel et bien le diplôme qui va attester des compétences professionnelles des individus et diplôme qui va conditionner leur carrière. En effet, on sait bien que c'est en obtenant un diplôme que l'on se met à l'abri du risque du chômage et que plus le niveau de diplôme est élevé, plus la rémunération également des individus est élevée. Enfin, troisième et dernière mission, c'est la mission de socialisation. Cette mission de socialisation, elle a été développée par un auteur, un sociologue français qui plus est. Ce sociologue français, c'est Émile Durkheim, avec ses superbes lunettes. Pour Émile Durkheim, l'école doit transmettre une culture commune aux élèves, aux Français, via la transmission de normes et de valeurs spécifiques. Pour Émile Durkheim, c'est en transmettant cette culture commune que la France devient un pays homogène. C'est en transmettant cette culture commune que les Français ont un sentiment d'appartenance fort, ce qui va favoriser par conséquence la cohésion sociale. Alors, Émile Durkheim nous explique qu'on peut transmettre ainsi, et on doit transmettre ainsi via l'école, un certain nombre de valeurs, comme par exemple en France, la laïcité, ou encore le travail, ou encore, pensons à la devise, la liberté, l'égalité, la fraternité. De la même façon, Émile Durkheim insiste sur l'idée de la langue, d'une langue commune, le français ici. Ou enfin, il faut également transmettre aux élèves des références communes, des références propres à la culture du pays. On peut penser à des références dans le domaine culturel, à des références historiques, ou encore à des références littéraires. Ce sont bien les idées d'Émile Durkheim qui ont inspiré par exemple le vote des lois Ferry sous la Troisième République, et notamment le fait que l'école primaire devienne gratuite, laïque et obligatoire pour les deux sexes entre 6 et 13 ans. On remercie donc tous Émile. Alors il faut aussi mentionner que l'école a un rôle fondamental afin de favoriser l'égalité des chances. L'égalité des chances est mise en avant dans les sociétés méritocratiques, des sociétés dans lesquelles la position sociale d'un individu ne doit pas dépendre de son origine sociale, mais des efforts fournis. En effet, dans les sociétés méritocratiques, chacun doit avoir les mêmes chances d'accéder à toutes les positions sociales, d'accéder aux positions sociales les plus modestes et aux positions sociales les plus avantageuses.
En conséquence, un fils de cadre, par exemple, doit avoir la même probabilité de devenir cadre, de conserver le statut social de son père, que de devenir ouvrier et de subir, par exemple, un déclassement. De la même façon, un fils d'ouvrier doit avoir autant de probabilités de devenir cadre que de conserver le statut social de son père. Alors, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'ici, l'école joue un rôle fondamental car c'est l'école qui va sanctionner les mérites. Comment va-t-elle sanctionner les mérites? En attribuant, comme on l'a dit tout à l'heure, les diplômes. En attribuant des diplômes, l'école va féliciter les individus qu'elle considère méritants et va ainsi leur ouvrir la porte à des PCS qualifiés. Et d'un autre côté, en n'attribuant pas certains diplômes, l'école va empêcher certains individus de monter dans la hiérarchie sociale, d'accéder à des PCS qualifiés et plus rémunérés. C'est ainsi l'école qui va sanctionner le mérite, considérer que tel individu est méritant ou non, ce qui a un rôle fondamental concernant la trajectoire sociale, la trajectoire professionnelle que suivra telle ou telle personne. Alors, afin de favoriser l'égalité des chances, la France a souhaité valoriser, instaurer l'égalité de traitement entre les élèves, ce qui est passé par deux décisions. Tout d'abord, rendre l'école obligatoire et ensuite rendre l'école identique pour tous les élèves. Identique pourquoi? Car il s'agit ici de transmettre à tous les élèves les mêmes savoirs, les mêmes connaissances, qu'elles soient culturelles, scientifiques ou encore artistiques. D'un autre côté, l'école a bien été rendue obligatoire, et ce en deux temps. Premier temps, le 19e siècle, les lois Ferry qui ont bien rendu l'école obligatoire, puis deuxième temps, la deuxième partie du 20e siècle, qui a à la fois rendu l'école obligatoire et identique jusqu'à 16 ans. C'est-à-dire qui a mis de côté les différences de filière jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors, l'école favorise-t-elle vraiment une société méritocratique? Vaste problème. Mentionnons tout d'abord, pour répondre à cette question, que l'école est devenue de plus en plus ouverte à toutes les catégories sociales à partir de la deuxième partie du XXe siècle. En effet, à partir des années 50, on note un certain processus dit de massification scolaire. Ce processus, il désigne le fait que l'accès aux études secondaires et aux études supérieures s'est progressivement ouvert à tous les jeunes et ce, indépendamment de leur appartenance à telle ou telle catégorie sociale. En effet, jusqu'aux années 50, c'était bel et bien le fait d'appartenir à une catégorie favorisée qui conditionnait la suite des études, qui conditionnait la possibilité d'aller même au lycée, puis encore plus à l'université. Alors, à partir de ces années 50, ce n'est plus le cas, et cela correspond à une double volonté politique. Dans un premier temps, les élus, le gouvernement, souhaitent favoriser la méritocratie dans la société française. Dans un deuxième temps, il faut également dire que le gouvernement souhaite privilégier, souhaite favoriser une main-d'œuvre qualifiée. Pourquoi? Car il y a de plus en plus de besoins dans des domaines, notamment le secteur tertiaire et des PCS comme la PCS de cadre. Par conséquent, on voit augmenter le nombre de lycéens, d'étudiants et d'années d'études effectuées par les jeunes générations comparées aux générations anciennes. Cette massification s'est faite en réalité en deux temps. Premier temps, les années 60 et la massification du secondaire, du lycée. Cette massification s'est faite notamment grâce à la création des filières technologiques ou encore des filières professionnelles qui ont permis aux jeunes d'origine modeste de rentrer au lycée. Deuxième temps, on a également la massification du supérieur qui, elle, intervient beaucoup plus dans les années 80 et qui, elle aussi, passe par la création de diplômes courts du type BTS et dans lequel vont s'engouffrer, oui, plutôt des jeunes d'origine modeste.
Alors cette massification passe également par le développement de moyens financiers, de dépenses financières de la part des administrations publiques qui vont attribuer des bourses aux jeunes d'origine populaire, mais également créer des équipements. Eh bien oui, c'est nécessaire, des équipements comme des lycées neufs ou encore des universités neuves. Tout ce processus de massification scolaire a eu des effets sur des indicateurs statistiques. En premier lieu, on peut parler du taux de scolarisation. Le taux de scolarisation va mesurer la part des enfants scolarisés parmi les jeunes qui appartiennent à une tranche d'âge. Et vous pouvez le calculer via la formule suivante. Alors ce que l'on constate, c'est que ce taux de scolarisation, du fait de cette massification scolaire, est devenu très important jusqu'à l'âge de 16 ans. Ici, c'est bel et bien logique, c'est le résultat d'une volonté politique. En effet, en 1959, le décret Berthoin rend l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. De la même façon, à partir de ces 16 ans, on constate pour les tranches d'âge qui suivent que le taux de scolarisation diminue progressivement. Alors certes, il y a ici diminution, mais on constate que ce taux de scolarisation pour les tranches d'âge qui suivent les personnes de 16 ans, eh bien ce taux de scolarisation est bien plus élevé qu'il ne l'était avant, est bien plus élevé qu'il ne l'était avant le processus de massification scolaire, avant que tous les jeunes, et notamment les jeunes d'origine modeste, puissent accéder à la fois au lycée, puis à l'université. Autre élément, il faut mentionner que ce processus de massification, et notamment la massification dans le secondaire, a créé une forte hausse de diplômes accordés, notamment du baccalauréat. Et la hausse de l'obtention du baccalauréat peut se mesurer par deux indicateurs. D'un côté, la proportion de bacheliers d'une génération, et de l'autre, le taux de réussite au bac. Deux indicateurs statistiques auxquels correspondent deux formules que vous pouvez trouver ici et qu'il ne faut surtout pas confondre. Alors on constate que à la fois cette proportion de bacheliers et à la fois de ce taux de réussite au bac a fortement augmenté à partir de ces années 60. C'est encore ici le résultat d'une volonté politique. En 1985, Jean-Pierre Chevènement, fixant l'objectif de 80% d'une génération décrochant le baccalauréat, un objectif qui est rapidement atteint et qui démontre encore une fois le résultat de ce processus de massification. Si jusqu'ici on a surtout vanté les mérites de l'école et j'étais ainsi fier de faire partie de cette grande institution, désormais vient le temps des critiques. En effet, dans la sous-partie précédente, on a parlé du fameux processus de massification scolaire. Eh bien, on va désormais voir que, à côté de ce processus, le processus dit de démocratisation scolaire est lui limité. Alors attention ici, les mots, plus que jamais, ont leur importance. Massification d'un côté, démocratisation de l'autre. Pour évoquer cette idée, on va avoir recours à un historien, Antoine Prost, qui sur la route va très certainement moins vite que son cher homonyme, et qui nous explique que le processus de massification scolaire avait deux objectifs, et qu'il y en a surtout un qui est rempli. D'un côté, ce processus devait créer une démocratisation scolaire dite quantitative, et cet objectif a été atteint. Cette démocratisation scolaire quantitative devait passer par une augmentation du nombre de lycéens, d'étudiants à l'université et donc de diplômes décrochés, comme le baccalauréat ou les diplômes du supérieur. À côté de ce processus, il y avait également en guise d'objectif le processus dit de démocratisation scolaire, cette fois qualitative, et ce processus, lui, n'a pas encore abouti, il reste encore inachevé. Ce processus désigne tout simplement le processus d'affaiblissement du lien entre l'origine sociale et le sexe par rapport au parcours scolaire. En conséquence, on observe encore aujourd'hui qu'il y a de profondes inégalités scolaires en fonction soit de l'origine sociale, soit du sexe de la personne. En effet, les femmes et également les individus d'origine modeste ayant des parcours scolaires, des diplômes moins élevés
que les individus masculins des classes plutôt favorisées. Alors mentionnons tout d'abord les inégalités de genre. On observe que les filles sont surreprésentées dans certaines filières, qu'elles s'orientent massivement vers certaines filières. Quand on parle de l'univers professionnel, des bacs pro, on peut penser aux filières comme les filières de l'esthétisme ou encore de la coiffure, où elles représentent la quasi-totalité des étudiantes. D'un autre côté, on peut également penser au lycée et aux filières générales. On voit bien que les filles s'orientent moins que les garçons vers les filières prestigieuses, notamment les filières scientifiques, et c'est également la même chose à l'université et dans les filières du supérieur, où les filles sont sous-représentées dans les filières les plus prestigieuses, qui à la clé débouchent sur une haute rémunération, alors que paradoxe, elles réussissent mieux que les garçons scolairement. On constate que l'origine sociale a encore un rôle prépondérant sur la réussite scolaire. Au travers du processus de massification scolaire, on a pu constater que l'obtention du baccalauréat, par exemple, a augmenté pour toutes les PCS. Cette obtention du baccalauréat a augmenté pour les fils de cadres comme pour les fils d'ouvriers. Néanmoins, subsistent encore d'importantes inégalités. Les fils de cadres sont encore bien plus nombreux que les fils d'ouvriers à décrocher le baccalauréat. De la même façon, les fils d'ouvriers vont davantage se tourner vers des filières du professionnel, du technologique, et ils vont rencontrer beaucoup plus d'échecs lors de l'épreuve du baccalauréat. Dans le supérieur, ces enfants d'ouvriers, mais également les enfants d'employés, les enfants des classes populaires en général, vont plutôt s'orienter vers des filières courtes, moins sélectives, moins prestigieuses, du type BTS, etc. Un sociologue, Pierre Merle, a ainsi parlé de démocratisation ségrégative pour évoquer le fait que les élèves et les étudiants d'origine populaire vont surtout se concentrer dans certaines filières comme le bac professionnel, le bac technologique ou encore les études du supérieur dites courtes de type BTS qui ont été créées à ce moment, dans le moment durant lequel on a souhaité développer la massification scolaire et du coup des filières qui sont dans leur coin, qui sont séparées des filières générales, plus longues, plus sélectives, dans lesquelles vont se concentrer des élèves plutôt d'origine favorisée. Alors des solutions ont pu être mises en place pour remédier à cette inégalité des chances, notamment des mesures dites de discrimination positive, comme les mesures visant à instaurer des zones d'éducation prioritaires, des moyens matériels, humains, pédagogiques supplémentaires, plus importants pour les lycées, les collèges qui concentrent des élèves en difficulté sociales et financières. Néanmoins, on constate que subsiste encore beaucoup d'inégalités et que, contrairement à l'idée qu'on avait développée dans le grand teint de la vidéo précédente, selon laquelle l'école devait véhiculer de la méritocratie, c'est-à-dire que la position sociale d'un individu devait dépendre de ses efforts à l'école qui devaient déboucher sur des diplômes, eh bien on constate aujourd'hui que tout n'est pas qu'une simple question d'effort personnel, mais que l'origine sociale, mais également le sexe de la personne pèse sur la réussite scolaire, pèse sur le diplôme attribué et donc sur sa trajectoire sociale, sur sa PCS, ce qui remet en cause l'idée d'une totale égalité et d'une liberté individuelle dénuée de tout effet de société, effet social. Bref, on est encore bel et bien purement dans l'effet de la société que décrivent les sociologues depuis maintenant des siècles.